Pendant longtemps, vendre en B2B, ça reposait sur une promesse simple, c'est-à-dire une offre solide, une marque rassurante et quelques commerciaux bien formés. Sauf qu'aujourd'hui, ce modèle, évidemment, il montre ses limites parce que les prospects, ils comparent, ils doutent et puis ils vont avoir tendance à repousser leurs décisions. Ils n'achètent plus seulement une solution, ils choisissent des personnes. Alors une question revient de plus en plus souvent chez les dirigeants, chez les fondateurs et grosso modo chez les équipes marketing. Est-ce qu'il faut désormais être visible personnellement pour vendre en B2B? Est-ce qu'il faut prendre la parole en son nom? Est-ce qu'il faut incarner son expertise? Est-ce qu'il faut se montrer sur LinkedIn ou ailleurs? Tout ça pour générer des opportunités commerciales. Le personal branding est partout. Il y en a certains qui en font un passage obligé, d'autres le rejettent, soit parce que c'est inconfortable, soit par manque de temps, soit parfois par manque de conviction. Beaucoup s'y engagent, mais sans stratégie claire, avec un sentiment un peu diffus. Tout le monde le fait, donc je vais le faire, sans qu'on sache toujours pourquoi ni pour quel résultat. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Estelle Ballot et vous regardez le podcast du marketing. Mon rôle, c'est d'aider les directions marketing à gagner en clarté, structurer leur marketing et obtenir des résultats sans complexifier. Alors chaque semaine ici, on parle de marketing concret, utile et actionnable. Dans cet épisode, on va prendre du recul. On va questionner le rôle réel du personal branding dans une stratégie B2B. On va distinguer ce qui relève du levier business de ce qui relève de la tendance. On va aussi parler des fondateurs, des dirigeants et puis des experts internes parce que la visibilité personnelle, elle ne concerne pas qu'une seule fonction. Le personal branding est-il devenu obligatoire pour vendre en B2B ou est-ce que c'est un faux débat? Est-ce qu'on peut encore s'en passer? Et surtout, dans quelles conditions est-ce qu'il devient un avantage concurrentiel plutôt qu'une contrainte supplémentaire? C'est ce qu'on va explorer ensemble de façon concrète et pragmatique. Alors pendant longtemps, le B2B s'est raconté comme un univers rationnel. On avait des décideurs objectifs, des appels d'offres et puis des critères clairs, des comparatifs tout à fait fonctionnels. Une bonne solution, logiquement, elle devait l'emporter sur les autres. Cette vision, qui est certes rassurante, elle ne correspond plus à la réalité du terrain. Les processus d'achat sont allongés, ils sont complexifiés, puis ils sont fragmentés. Vous avez plusieurs interlocuteurs qui vont intervenir. Chaque interlocuteur va avoir ses priorités, ses peurs, et puis aussi ses enjeux politiques internes. Du coup, la décision finale, elle n'est jamais purement rationnelle. Elle est influencée par une certaine perception du risque, par la confiance qui est accordée aux prestataires et par le sentiment de compréhension mutuelle. Le B2B est aussi devenu tout sauf anonyme. Les prospects se renseignent bien avant votre premier contact commercial. Ils lisent des contenus, ils vont observer des prises de parole, ils analysent vos opinions, vos positions. En fait, ils cherchent des signaux de crédibilité, mais aussi des signaux humains. Ils veulent comprendre à qui ils ont affaire. Une entreprise peut proposer une excellente offre et rester totalement invisible émotionnellement. À l'inverse, un dirigeant ou un expert peut rassurer, expliquer, clarifier et créer un lien avant même la première réunion. Le B2B n'a pas cessé d'être exigeant, il est devenu profondément relationnel et en ça, il commence vraiment à se rapprocher du B2C. En fait, les marques B2B, elles ont longtemps cherché à maîtriser totalement leur discours. Vous aviez des messages qui étaient validés, des éléments de langage, tout était lissé, les promesses étaient génériques. Cette approche, évidemment, elle rassure en interne, mais elle rassure de moins en moins les prospects parce que la parole corporate, elle est perçue comme quelque chose d'assez contrôlé, voire carrément de déconnecté du réel, souvent un petit peu interchangeable. À l'inverse, la parole individuelle, elle va créer une espèce de rapport différent. Un dirigeant qui va expliquer ses choix, ou alors un expert qui va partager son analyse, ou alors, je sais pas, un fondateur qui raconte ses apprentissages, ça apporte un niveau de crédibilité que la marque seule, elle n'arrive plus à atteindre. La confiance va se déplacer vers les individus parce qu'ils incarnent une expérience, une vision, et puis aussi une responsabilité personnelle. Cette confiance, elle ne repose pas sur la perfection du langage, elle naît de la cohérence, de la constance et de la clarté des prises de position. Un individu peut reconnaître une limite, il peut assumer un point de vue ou alors expliquer un arbitrage. Une marque, elle le fait rarement, en tout cas rarement de manière crédible.
Alors, dans un environnement B2B qui, bien sûr, est saturé d'offres similaires, cette dimension humaine, elle devient une dimension différenciante. Les prospects ils ne cherchent pas seulement un prestataire compétent, maintenant ils cherchent quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, quelqu'un qui comprend leurs enjeux et qui sera là quand les choses vont se compliquer. C'est à ce niveau que la parole individuelle prend une valeur stratégique. Bon, mais être visible en tant que fondateur ou dirigeant, ça ne veut pas dire devenir créateur de contenu à plein temps, ni adopter les codes des influenceurs, évidemment, hein. Le personal branding en B2B, c'est pas une course à la viralité. Il s'agit d'abord d'un outil de clarification et de crédibilité. Un dirigeant qui est visible, c'est pas celui qui publie tous les jours, c'est celui qui prend la parole quand il y a quelque chose d'utile à dire. Il va expliquer une vision, il va expliquer un arbitrage ou alors sa conviction du métier. Il va aider ses prospects à mieux comprendre le marché, à mieux comprendre un problème ou alors une transformation qui est en cours. C'est cette parole qui a de la valeur parce qu'elle est directement reliée à des décisions réelles et à une responsabilité qui est assumée. Le risque ici, c'est de confondre visibilité et exposition. Si on publie sans intention claire, on va diluer le message et on va affaiblir la crédibilité. À l'inverse, si on prend la parole de façon plus rare, mais alignée avec la stratégie de l'entreprise, ça vient renforcer la confiance. Le fondateur, du coup, il devient un repère, pas un animateur de réseau social. Alors le personal branding utile en B2B, il va servir le business avant de servir l'ego. Il soutient les équipes commerciales, il rassure le prospect et il simplifie les discussions. Il n'est pas là pour remplacer ni la marque, ni l'offre, il les incarne et il les rend plus lisibles. Bon, et puis on va rassurer tout de suite les dirigeants, le personal branding, il devient réellement efficace quand il ne repose pas uniquement sur une personne, mais sur un collectif d'expertise. Vous avez beaucoup d'entreprises qui vont concentrer toute leur visibilité sur le fondateur, alors qu'en vrai, la valeur perçue, elle se joue souvent ailleurs. Elle se joue dans la capacité à démontrer une compréhension fine des problématiques des clients. Et ça, on le fait à plusieurs voies. Les experts internes, ils ont un capital qui est souvent sous-exploité. Vous avez des consultants, vous avez des chefs de produits, vous avez des responsables techniques ou alors des commerciaux seniors qui vivent les enjeux du marché au quotidien. Leur parole, elle est concrète, elle est crédible et elle est directement connectée aux problématiques du terrain. Quand elle est structurée et puis quand elle est accompagnée, elle devient un puissant levier marketing et commercial. Alors transformer cette expertise en contenu utile, évidemment, ça suppose d'avoir un alignement clair. Le marketing doit donner le cadre, les ventes partagent les objections qui reviennent le plus souvent, les experts, ils vont apporter de la matière. Le personal branding, du coup, il va cesser d'être individuel pour devenir stratégique. Il va nourrir les cycles de vente, il raccourcit les phases de réassurance et puis il élève le niveau de discussion avec les prospects. Cette approche, elle présente aussi un avantage organisationnel parce qu'elle va réduire la dépendance à une seule figure visible et elle va renforcer la marque employeur. Une entreprise qui valorise l'expertise de ses équipes, elle envoie un signal fort au marché. Elle montre qu'elle ne vend pas seulement une promesse, mais une intelligence collective qui est capable d'accompagner ses clients dans la durée. Bon, mais toutes les entreprises B2B ne vont pas être égales face au personal branding, hein, clairement. Certaines peuvent encore s'en passer sans qu'il y ait un impact majeur sur leurs ventes, là où d'autres vont clairement prendre un risque en l'ignorant. Les entreprises installées avec une marque très forte, une notoriété historique et puis des canaux d'acquisition qui sont bien rodés, pour l'instant, elles peuvent continuer à performer sans avoir une exposition individuelle très marquée. Leur crédibilité, elle est déjà acquise et puis leurs clients, ils achètent avant tout une capacité d'exécution qui est déjà prouvée. Le personal branding, il peut jouer un rôle d'amplification, mais il n'est pas critique. En revanche, pour les startups, par exemple, pour les cabinets de conseil, pour les agences ou alors pour les éditeurs de SaaS qui sont en phase de croissance, l'absence de visage identifié, il va ralentir fortement l'attraction commerciale. Quand l'offre est nouvelle ou alors qu'elle est peu différenciée, en tout cas en apparence, la confiance, elle devient le principal déclencheur d'achat. Les prospects cherchent des repères humains pour réduire leur perception du risque. Du coup, le personal branding, ça devient un accélérateur stratégique. Il ne vient pas remplacer ni la qualité de l'offre, ni l'efficacité commerciale, mais il facilite l'entrée en relation. Il vient ouvrir des portes
il crédibilise des discours et puis il fluidifie les cycles de vente. Dans ce cas-là, vous pouvez vous en passer, c'est pas impossible, mais c'est simplement plus long, plus coûteux et clairement plus incertain. Alors en fait, un personal branding B2B efficace, il va reposer sur des règles simples mais exigeantes. La première, c'est choisir les bons porte-paroles. Ben oui, l'idée c'est pas de choisir de rendre tout le monde visible, mais de trouver les personnes dans l'organisation qui vont être les plus légitimes, les plus capables aussi de porter un discours et de le porter clairement, les plus alignés avec la stratégie de l'entreprise et puis aussi les plus crédibles auprès des clients. La seconde règle, ça va concerner les messages. L'idée, c'est que parler de soi, ça n'a pas grand intérêt. Parler des problèmes des clients, de leurs arbitrages, de leurs erreurs les plus fréquentes et puis des tendances de fond du marché, ça va créer immédiatement de la valeur. Le personal branding, c'est pas un journal intime professionnel, c'est un média au service de la compréhension et de la décision. Et ça, c'est quelque chose à pas oublier. Autre chose, la régularité. Elle doit rester soutenable. Ben oui, parce que si vous avez une cadence qui est irréaliste, vous allez vous essouffler en moins de 2 et puis vous allez avoir des contenus qui vont être assez creux et puis qu'on va retrouver de façon parsemée. Je préfère avoir une prise de parole qui est mieux maîtrisée, qui est cohérente dans le temps, qu'une production un peu opportuniste. La crédibilité, ça se construit sur la durée, pas sur un pic de visibilité. Donc, oubliez les buzz, c'est pas ça qui va vous rendre crédible. Dernière chose, il est évidemment essentiel de poser des limites claires. Tout ne se partage pas. Il y a certaines discussions qui relèvent du commercial, qui relèvent du confidentiel ou qui sont réservées à l'interne. Un personal branding bien mené, il va protéger la réputation de l'entreprise autant qu'il la développe. Donc quand il est pensé comme un actif stratégique et pas comme une contrainte, il devient un levier puissant, durable et parfaitement aligné avec les objectifs business. Alors pour résumer, le personal branding, c'est pas une mode passagère, c'est pas non plus une obligation absolue. En revanche, c'est un révélateur de la manière dont les décisions B2B se prennent aujourd'hui, de la place centrale de la confiance et puis du rôle croissant des individus dans des marchés saturés d'offres similaires. Dans cet épisode, on a vu que le B2B, c'est plus un univers froidement rationnel et anonyme. Les décisions d'achat, elles sont maintenant collectives, elles sont complexes et puis surtout, elles sont profondément humaines. On a aussi parlé du fait que la parole des individus, elle va inspirer davantage confiance que les discours corporate parce que elle est incarnée, elle est assumée et puis elle est reliée à une vraie expérience, quelque chose qui se passe dans le réel. Et puis aussi, le personal branding, c'est pas que une quête de visibilité, c'est un outil de clarté, de crédibilité qui est au service du business. Alors il y a le rôle du fondateur, du dirigeant et puis des experts internes. Aucun n'a vocation à devenir un influenceur, qu'on se le dise, mais chacun peut contribuer à rassurer, à expliquer, puis aussi à élever le niveau de discussion avec les prospects. Et puis dernière chose, les entreprises, elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Certaines vont pouvoir se passer du personal branding, d'autres vont prendre un risque si elles ne l'utilisent pas parce qu'elles risquent de devenir invisibles d'un point de vue humain. La vraie question, c'est donc pas de savoir s'il faut faire du personal branding, mais comment et pourquoi. Quand il est aligné avec la stratégie, quand il est soutenable dans le temps et surtout quand il est centré sur la valeur qui est apportée au client, il devient un vrai actif puissant. Si cet épisode vous a aidé à clarifier votre position, partagez-le autour de vous, abonnez-vous au podcast du marketing, ça vous permettra de continuer à décrypter les leviers qui font vraiment la différence aujourd'hui en B2B et ailleurs. Je vous dis à très vite.